今日は北斗七星がよく見える。その脇で輝く小さな星までも。さあ、急がねば。Alors, toi aussi tu l'as vu cette petite étoile que représente ce film nanardesque qui est Fist of the North Star, réalisé par Tony Randell, pas très connu mais qui a quand même réalisé Hellraiser 2. Enfin, salut à tous, on n'allait pas se quitter comme ça et je vous propose une vidéo bonus où l'on va regarder ensemble ce magnifique film porté par Gary Daniels dans le rôle de Ken. Alors, Gary Daniels est un acteur, producteur, combattant et champion du monde de kickboxing, rien que ça, qui a été aperçu dans divers films, allant du nanar au médiocre, comme Tekken, Blood Moon ou encore The Legend of Bruce Lee. Visiblement bon combattant, mais acteur franchement mauvais, que vaut-il dans Fist of the North Star? C'est ce que nous allons voir ensemble, et en VF s'il vous plaît. On commence donc par une intro sur un monde détruit. Jusque-là, ça va à peu près, en même temps c'est pas très compliqué à faire, même si on sent déjà le manque de moyens et qu'on repère les fonds verts dégueulasses. Le pire était qu'aujourd'hui, le drapeau d'une école d'arts martiaux, autrefois honorable, la Croix du Sud, était l'emblème d'un pouvoir terroriste. Oh là là, ça commence, une organisation terroriste, c'est n'importe quoi. Rien que ça. Vega. Oh non, 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 mais sérieux, Vega, pour l'école du Hokuto Shinken. Ils se sont crus dans Goldorak ou quoi là? Bon allez stop, une explication s'impose. À vrai dire, c'est la traduction française Vega. La VO parle bien de North Star, comme l'indique le titre du film. Allez savoir pourquoi les Français ont littéralement traduit Southern Cross par Croix du Sud, et pas du tout North Star. Et d'ailleurs, pourquoi Vega en fait hein? Comment ils choisissent les noms les Français? Comme ça? Vega. Ok, ils veulent des étoiles, ça sera Vega. Chef, c'est la constellation de la Lyre là, cela n'a rien à voir, et en plus sur nos affiches et jaquettes on a déjà mis North Star. Ah bon? Oh, mais de toute façon les Français ils sont nuls en anglais, et puis ils verront pas la différence, et puis après tout, Vega, ça sonne bien mieux, non? Allez, on y va comme ça. Bon, je digresse, hein, mais je n'ai jamais compris cette ambition de vouloir toujours tout traduire, et souvent n'importe comment. Quand on pense à ça... Chic Tabal, hein, est le copilote d'un appareil qui pourrait... Ou encore à ça... Je suis Yann Solo. Je suis le capitaine du Millennium Condor. Chico dit que vous demandez... On a vraiment les poils qui se dressent. Et même au 21e siècle, hein, ça continue. Le pire, c'est quand on change un titre anglais par un autre titre anglais. Prenez par exemple le film The Hangover, qui veut dire gueule de bois. Eh bah pourquoi traduire par Very Bad Trip en fait? Bref, les noms propres, on n'y touche pas, et puis c'est tout. Enfin, on est juste à quelques minutes de film, et j'ai déjà mal à la tête. Tiens, voilà Ken. Visiblement, il essaye d'arrêter de fumer, hein, il a des patchs sur tout le torse. Ou alors, ce sont peut-être des préservatifs et il veut Ken, subtil. Ou attention, il est pas content là, il ferme les poings, regard dur, mon dieu, il fait des katas et il marche dans le brouillard. Impressionnant. Et puis tiens, un Jedi. Ah, bah non, c'est Ken en fait. Ah mais attendez. J'avais jamais fait attention. Mais voilà, les gars se sont crus dans Star Wars en fait. Ken c'est le diminutif de Kenobi. C'est évident. Voilà pourquoi il est habillé comme ça fait sens. Ils l'ont confondu avec Obi-Wan Kenobi. Je sais que tu es en conflit avec toi-même. Je sens le conflit qui est en vous. Débarrassez-vous de votre haine. Mais comment peux-tu rester... Pendant ce temps, la voix off raconte n'importe quoi, voix off qui, entre parenthèses, appartient à Ryuken, joué par Malcolm McDowell. Oh punaise, attendez, stop là. Oui, si vous vous en rappelez pas, Malcolm, c'est ce film culte. Orange Mécanique, de Stanley Kubrick, quintessence de la violence. Bon, après, le mec, il a beau avoir joué la quintessence même de la violence, hein, il est pas du tout crédible en Ryuken. Regardez cet arrêt sur image. C'est le 63e héritier du Hokuto Shinken, ça. Attention, là, il y a quelqu'un qui arrive. Shin. Oh punaise, c'est Shin. Shin, ne m'insulte pas. Laisse-moi voir ton visage. La tête de Shin. Même Malcolm a un petit rictus. Mais bon, à la limite, il a une gueule carrée comme Shin, alors pourquoi pas... Oui, je sais pourquoi tu es là.
Veuillez noter quand même qu'il s'agit d'un des premiers rôles de Costas Mandylor qui n'a pas fait que des navets. Il a joué par exemple le rôle de Mark Hoffman dans les films Saw. Mais là, dans Fist of the North Star, il est vraiment pas très bon. Suite à cette arrivée, on a le droit à un merveilleux dialogue usant d'anaphores et de répétitions. Tu es venu pour me tuer. Oui, je suis venu pour te tuer. Et tu es un maître de la Croix du Sud. Je suis le maître de la Croix du Sud. Waouh, une belle figure de style. Non, je déconne en fait, c'est juste mal joué, on a l'impression que Malcolm aide Costas à répéter son texte en fait. Et puis en plus, ça tape complètement à côté. Non mais rendez-vous compte, Shin ne fait absolument pas le poids face à Ryuken. Mais bon, ok, c'est pas grave. On excuse, c'est le premier combat d'une adaptation, c'est le Nanto face au Hokuto, enfin Vega, 2 maîtres des écoles opposées face à face, le combat il va être énorme, on est prêt, ça va saigner, on est prêt, allez-y. Quoi ? C'est ça la mort de Ryuken ? Le Hokuto Shinken peut parer 1000 flèches dans l'obscurité et éviter une balle de revolver, et Ryuken se fait tuer après un simple tir hors champ, mais c'est un scandale ! C'est nul! Mais oui, c'est nul, ça commence 5 minutes de film et tu vois que les mecs, ils ont rien compris à la philosophie du manga. Bon, allez, continuons. Alors, je vous annonce un truc, les amis. Les scènes de Malcolm, c'est fini. 3 minutes à l'antenne et tout le budget est passé là-dedans. Tout le budget est pas passé là-dedans, quand même. Non. Un tiers. Bon, là, pour le coup, vu ce qui reste, j'opterais plutôt pour 90%. Pendant ce temps, le Boshin revient chez lui et confond la caméra du cadreur avec son miroir. Et puis, on change de décor, soudainement, direction la vallée du paradis, avec des acteurs de très très haut niveau. On croise Lin et Bat, qui pour le coup ici sont frères et sœurs. Ah tiens d'ailleurs, Lin a changé de handicap, elle est aveugle. Pourquoi ? Bah on sait pas, mais moi dans ma tête ça fait ça. Dites-moi, monsieur Buronson, Lin, c'est quoi son handicap déjà ? Elle est muette. Bon, elle est tétraplégique ? Non, muette. Ah ok, super. Bon les gars, Lin elle est aveugle, Voilà, c'est ça qu'on appelle sûrement un dialogue de sourds. En réalité, on a l'impression que Lin et Bat ont fusionné avec Rei et sa sœur pour le côté aveugle et la relation familiale. Avec un Bat clairement spécialiste de l'art de combattre, du moins c'est ce qu'il pense. Mais au final, c'est nul et pathétique. Et puis tout d'un coup, sans crier gare, alors qu'on s'y attendait absolument pas, des méchants arrivent. Bye bye! Vous allez tous crever! On retrouve le regretté Chris Penn, le frère de Sean, qui reprend le rôle de Jackal. Enfin, un mix avec Jaggy, vu sa tronche. Alors lui, visiblement, l'acteur, il sait pas ce qu'il fait là. Les méchants, repartent aussi vite qu'ils sont venus. On sait pas trop ce qu'ils sont venus faire finalement, puisque la pluie acide se met à tomber. Et on décide de recouvrir l'eau avec une bâche, car il est bien connu qu'une bâche, c'est plus fort que l'acide. C'est écrit dans le manuel Pokémon. Ah, et puis on retrouve maintenant notre cher Obi-Wan Kenshiro. C'est très poétique. Alors Ken, il est finalement hébergé par des personnes très sympathiques et rêve de ses cicatrices. Et puis, comme il n'y a pas de budget, tout est hors champ. À croire qu'en 1995, ça coûtait beaucoup trop cher de faire des trous dans les jambes. Et puis il arrive. Et là, ça y est, c'est parti pour le premier combat de Ken. Ouh, ça fait mal ça. Et franchement, c'est plutôt bien rendu. C'est l'un des seuls trucs cool du film d'ailleurs. Tu vas me payer ça! Je vous le dis, il y en a pas beaucoup, il y en a que 3. Voilà, bam, Ken il fait pas dans la dentelle, il se dirige tout de suite vers Zid le terrible. Il va nous faire vriller là maintenant, c'est sûr. On se rappelle tous la scène du dessin animé. Vas-y Ken, pète-lui les dents. Oh punaise, mais c'est pas possible, il ne touche même pas. Pourquoi? Je suis pas cinéaste, mais je suis sûr qu'on peut faire un truc mieux que ça, attendez. Pat Le Guen, tu peux me faire un retour arrière s'il te plaît? Ouais, débrouille-toi, je suis pas ton chien. Ok, merci Pat. Bon, on va se débrouiller. Alors allons-y, un petit retour arrière. On prend le bon son qui va avec, on prépare la piste, tac tac, et on envoie.
お前はもう死んでいる。何？Eh ben voilà. Bon, ça reste nul, hein, mais c'est quand même bien mieux, non? D'ailleurs, il est à noter que la version japonaise bénéficie des voix des doubleurs de la série animée. Après la réalisation de mon petit montage, dont je suis très fier, je suis tombé sur la dite version qui rend un peu mieux regarder. Cela étant, il faut reconnaître que Gary Daniels prend quand même la peine d'alterner coups de poing et toucher du doigt comme dans la série. Le jeu d'acteur est bien sûr grotesque, mais le mouvement en lui-même est pas si déconnant. Bon, le combat a duré 10 secondes, hein, et puis tout de suite on enchaîne avec le prototype de Kevin Sorbo qui rejoint Shin. Nos deux guerriers bodybuildés se lancent alors dans une dithyrambique sticomiti en figurique. Ah oui, vous avez pas compris ce que je viens de dire, hein, mais c'est normal, hein, c'est exactement ce que cela m'a fait en écoutant leurs conneries. Tu es mon sang, mon frère. Ton secret m'a été révélé, petit frère, dans une vision. Noon Tuisek, maître de la Croix du Sud. Je comprends absolument rien à leur histoire. C'était le cas, c'est vrai, oui. Mais tout ça, c'est du passé, Lord Jin. Alors, s'il vous plaît, laissez-moi m'en aller. Non. Avant le chaos, mon frère, il y avait place pour 108 écoles. Ah, visiblement, Kevin, il vient de l'école Nanto. Shin parle des 108 écoles. Le dialogue, c'est du grand n'importe quoi, mais ils vont se foutre sur la gueule. Ah, et puis combat de 10 secondes, hein, encore, et... Ah, oh, Shin utilise son art ultime, attention, la paume jaune. Alors, je ne sais absolument pas d'où ça sort, mais c'est sûr, il va trancher son adversaire, c'est le Nanto, allez. Bah, mais non, mais on voit rien, ça fait de la lumière sur le torse et c'est tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Une lumière bleue. Et ça fait quoi? Du bleu. Je vois. Eh bah non, Johnny, là, c'est du jaune, en fait, pour le coup. Bon, alors on passe à Julia ou Yuria, comme vous voulez, on n'est plus à ça près, qui est tristement triste, hein, mais pas autant que nous. Son épatant jeu d'actrice nous fait oublier qu'elle est bien vivante, tellement on a l'impression qu'un cadavre serait plus expressif. Elle a des graines dans la main que lui a donné Ken. Putain, c'est nul. Mais c'est nul. Bon, pendant ce temps-là, Ken, il rencontre Lynn, je vous passe les dialogues insipides qui arrivent, hein. Tu es aveugle? Comment est-ce arrivé? Elle a vu son père et sa mère se faire massacrer, elle en est devenue aveugle, ça vous va? Mais il fait de la magie et lui rend la vue. Que faites-vous? Il continue après son chemin sous la pluie acide. Notons qu'après la bâche, la cape protège contre l'acide. Plus loin, on retrouve Bat qui entraîne les nazes, parce qu'il faut vraiment être naze pour prendre Bat comme leader militaire. Ah mais oui, c'est le deuxième truc cool ça. Et puis pendant ce temps-là, Lynn regarde avec attention l'entraînement de Mini Bruce Lee. Mais pourquoi il m'a rendu la vue pour voir cette connerie? Et elle rencontre un type totalement what the fuck qui sort de nulle part et qui lui dit qu'elle peut changer Kenshiro. Tu peux faire changer d'avis Kenshiro, Lynn. Bon, au moins ils ont compris que Lynn était au centre de l'intérêt de Kenshiro. Allez, retour sur Ken justement, qui dort encore et qui rêve de Ryuken qu'on revoit à 10 secondes. Et puis arrive ensuite un mort-vivant. D'accord, sérieux, enfin là bon sang, je sais plus quoi dire. Enfin si, c'est Ryuken en fait. Comme ils avaient pas le budget pour continuer avec Malcolm, et ben ils ont créé la momie du haut couteau. Et Ken, bah ils en ont fait une lavette qui refuse son destin et qui chiale tout le temps. Veuillez noter les décors quand même et la façon dont les habitants de l'époque garaient leur voiture. Bref, Ken va encore penser au passé pendant des plombes en faisant des katas. Et puis vient le second combat de notre ami, tout aussi rapide. Ken enchaîne les mandales. Oh putain, oh là là, climax, Ken a vu la photo de Yuria. Ça y est, il est colère, il va tout péter, ça fait 10 minutes qu'il refuse tout destin et là c'est parti, on y croit.
Allez, les brigands ils reviennent dans le village, mais Ken il est pas encore là, hein. C'est le suspense à son paroxysme. Et bah en fait il s'est trompé de direction, hein. Alors c'est véridique, hein, c'est vraiment trompé de direction, c'est même Bat qui lui dit. Que le chute serait plutôt de l'autre côté, mais putain, ça représente l'école de la Grande Ourse, et ça c'est même pas se repérer avec l'étoile polaire. Remarquez, c'est peut-être pour ça qu'ils ont changé en Vegas, à cause de cette scène, hein, puisque c'est à l'opposé. Pendant ce temps, la pauvre Lynn est capturée et on va lui couper la tête. La tension dramatique est à son comble, mais on sent bien que Ken va arriver avant pour la sauver et tout péter. Et puis on se rappelle qu'il s'est trompé de direction et on voit ça. Kenshiro te le fera payer. Voilà, bah non en fait. Il suffisait simplement de parler et bon bah voilà, et Lynn est sauvée. Pourquoi pas. Retour sur Shin et Julia et leur discussion métaphysique. On s'en fout, on passe. Flashback sur son amour avec Ken qui lui donne des graines pour sauver l'avenir. Alors ça c'est sûr, avec ça... l'avenir, il est sauvé, hein. Mais Shin arrive et ça y est, on va voir le flashback complet. Le truc qui lance la série. Ken fracasse Chris Penn. Puis gros dialogue de fou. Comment ça, ce que je fais? Tu as trahi. Il n'y a plus d'équilibre entre Vega et la Croix du Sud. Ken, il a trahi, mais on sait pas trop comment, en fait. Attention, l'envol, ça tue, combat de malade, c'est le Nanto contre le Hokuto, ça y est. Ouh là 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 là, le coup dans les couilles du Hokuto, et puis les 7 cicatrices, bon, on voit toujours rien. Hein. Bon, je suis désolé, j'ai essayé de mettre un peu de ton pour vous donner envie, mais ça marche toujours pas. Hein. On revient dans le présent, finalement Ken arrive en ville pour sauver Lynn avec Bat. Nouveau combat contre Hurt, enfin en tout cas j'ai l'impression que c'est Hurt. Et puis tout d'un coup, Bat prend un coup de couteau. Ça c'est le troisième truc cool, il est insupportable Bat pendant tout le film. Pendant ce temps, Ken se fait rétamer par Hurt sous les yeux hagards des gens qui font absolument rien. Mais Ken, il se relève, il fait des katas de la mort, et c'est parti. Coup de pied dans les couilles, l'arcane ultime des deux écoles finalement, hein, et pas dans la gueule des méchants. Bat meurt, mais on s'en fout complètement. Ken, il est pas content, il veut tuer Jackal, mais subitement, Lynn se met à l'éviter. Voilà, c'est quoi ce bordel, bon sang? Après la momie, c'est Lynn qui joue Ryuken. Tu dois affronter Shin, pas pour te venger, mais pour rétablir l'équilibre. Vraiment, tout est bon pour économiser le salaire de Malcolm. Hein. Bon, à ce moment-là, il reste à peu près 15 minutes de film, et Ken part pour affronter Shin. Jackal est libéré pour prévenir justement Shin, parce que l'effet de surprise, hein, c'est pour les mauviettes. Arrivé à la capitale, il est chargé de surveiller Julia, et puis cette dernière a subitement des problèmes d'audition et demande de l'aide. Il y a quelque chose qui bouge là-dessous. Ce que n'hésite pas à faire Jackal, qui se fait piéger comme un abruti, il faut bien le dire. Ken arrive alors dans le repère de Shin et fracasse quelques mecs. Oh punaise, vous avez vu ça, le coup de pied sur 3 mecs en même temps? Il est trop fort Ken, hein, sans les toucher en plus, hein. Juste avec son ki, comme dans la série en fait. Mais pourquoi tous ces gens font des tours sur eux-mêmes avant de frapper? C'est quoi l'intérêt? Ils se sont crus dans un balai ou quoi? Puis on dirait qu'ils sont tous les uns derrière les autres à attendre leur tour. Au suivant! Au suivant! Votre Altesse! Pendant que Jackal poursuit Julia, Ken trouve enfin Shin. Il enlève sa chemise pour combattre, ses muscles étant beaucoup trop atrophiés pour le faire avec ses pecs, ou alors c'est de l'économie, on n'a pas de pognon, alors on va pas déchirer des vêtements. Mais c'est pas grave, hein, on n'est plus à ça près. Le combat final est là, on va essayer de mettre le ton pour enjoliver tout ça. Car oui, là, maintenant, c'est parti, Kenshiro contre Shin, ça va fighter sévère, c'est le combat du siècle, mesdames et messieurs. Bon, je vous avoue, c'est vraiment pas du niveau de la série, en fait, ça me désespère. Mais c'est pas grave, allez, j'essaye de remettre le ton, allez. Mais Ken prend le dessus rapidement. Non, attends. Et puis, comme un cheveu sur la soupe, Shin il balance comme ça sur Julia qu'elle est morte. J'allais oublier. J'ai une mauvaise nouvelle. Julia, elle est morte. Ok, d'accord. Ken, au fait, j'ai oublié, Julia, elle est morte, hein. C'est n'importe quoi. Même les doubleurs, on a l'impression qu'ils te balancent ça comme s'ils avaient oublié d'acheter du pain. Enfin, reprenons les commentaires. Cela suffit pour déstabiliser Ken qui se fait littéralement défoncer la tête. Fin tacticien, le Shin, hein. Et puis, changement de décor tout de suite. Julia est mal au point avec Jackal. Mais vite, vite, vite. Revenons au combat principal. Et là, ça y est.
Shin utilise son attaque ultime de la paume d'or pour tuer Ken, c'est terrible, Ken est au sol, il souffre. Quand tout d'un coup, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, Ken voit une plante qui a poussé avec les graines de Julia. Il comprend alors qu'elle n'est pas morte. Absolument incroyable, quel retournement de situation. Kenshiro. Et Julia y croit elle aussi de son côté, mais quel suspense! Revenons tout de suite sur Ken qui se relève, tandis que Shin a littéralement les batteries à plat. C'est incroyable, mesdames et messieurs, ce qu'on est en train de vivre. La main d'or ne marche plus, quel revirement de situation. On comprend rien, mais c'est ainsi. Et Shin n'est même plus capable de faire quoi que ce soit et se fait littéralement lui aussi démolir. Tandis que Julia, par un mouvement incroyable, se débarrasse de Jackal. Mais retour sur Ken qui continue la valse des pieds. Mais non, retour sur Julia, qui a retiré la protection de Jackal, qui subit l'effet du haut couteau. Et on revient de suite sur le combat Shin contre Ken, ça va vite! Ça va trop vite! Ça va trop vite! Ken balance son attaque ultime sans les atata bien sûr, puisqu'on est dans une version française. Shin est mal et lance une punchline de malade! Les gars, et la Croix du Sud n'aurait jamais dû s'affronter. Ils étaient dans les Écritures. Bah oui mon gars, fallait y penser avant, maintenant que t'as foutu la merde. Et puis voilà, Ken achève Shin. Remarquable fatalité, mais bon, c'est hors champ, mais en vrai, ça doit être super. Après cela, Ken s'en va par là où il est rentré, oubliant qu'il était venu pour sauver Julia. Ou alors les scénaristes ont tout simplement oublié qu'il sait maintenant qu'elle est toujours vivante. Et il se retrouve face à une vingtaine de guerriers. Et là, on sent qu'il va se battre, prêt à en découdre. Oh, mais qu'arrive-t-il? Ils arrêtent. Ils regardent derrière Ken, c'est Julia. Elle est vivante. Ils s'inclinent alors devant leur reine. C'est n'importe quoi, mais on s'en fout, il reste 2 minutes de film et on veut pas en voir plus en fait. Les combats, c'est terminé. Allez, le mot de la fin, c'est pour le chevalier de Vega. Le chevalier de Vega. Voilà, c'était Nanar no Ken depuis les États-Unis, un film sur Ken le survivant, sans une goutte de sang, qui gicle et sans boyaux par terre. Fallait quand même le faire. Ces Américains qui ne comprennent rien au support qu'ils adaptent, ça ne change pas. Chaque décennie a son manga culte charcuté en live action. Dans les années 90, on a eu Fist of the North Star. Dans les années 2000, on a eu le droit à Dragon Ball Evolution. Dans les années 2010, à Death Note et bien d'autres. Et puis dans les années 2020, on aura le droit à Saint Seiya. Vous l'avez compris, c'est nul et cela ne mérite pas une analyse plus poussée. Cette fois-ci, j'en ai vraiment fini avec la rétrospective Hokuto no Ken. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à la regarder que moi à la réaliser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça aide beaucoup psychologiquement pour en faire d'autres. Abonnez-vous à la chaîne pour les prochaines vidéos. Ne quittez pas de suite. Et restez jusqu'à la fin. À très vite et prenez soin de vous. Vous avez pas quitté? Vous êtes toujours là? Bien. Eh bien, Fist of the North Star n'est pas le seul film live. On a eu le droit aussi à une version pirate coréenne dont vous pouvez admirer les images. Si le film est plus fidèle à l'histoire, tout le reste est absolument affligeant. Le jeu d'acteur est encore plus nul, et il faut le faire. Les décors ont été faits dans une chambre d'étudiant, en tout cas pour l'intérieur, car pour les extérieurs c'est le terrain vague du coin. Et la musique, j'en parle même pas. Un film d'amateur que vous retrouvez facilement sur YouTube, sous-titré en français. Salut tout le monde, j'arrête là, j'ai les yeux qui saignent. Ah oui, tel Disney et ses productions Marvel, je vous ai prévu une autre scène post-générique avec cette petite publicité, un petit bijou que vous pouvez voir au fond qui nous vient du Japon et qui met en avant du gel douche. Elle est hilarante. Régalez-vous, moi je vous quitte vraiment cette fois. Bye bye.お前はもう匂わない。